Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau Mardi des Bernardins. Je suis heureuse de retrouver les spectateurs présents dans ce grand auditorium du Collège des Bernardins, mais également les téléspectateurs qui nous suivent sur KTO ou les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Le sujet que nous allons aborder ce soir a défrayé la chronique, au moins a habité l'actualité tout au long de l'année écoulée et ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Nous allons parler de la PMA, autrement dit la procréation médicalement assistée, qui ne date pas de cette année, bien sûr. Le premier bébé éprouvette en France est né en 1982. Au cours des 30 années écoulées, la France a vu naître 200 000 enfants conçus in vitro. Et juste au cours de l'année 2011, ils étaient 23 000, soit 2,8% des enfants qui sont nés cette année-là. Donc il y a autant de couples qui ont recours à la médecine pour concevoir un enfant. Dans les textes, les lois de 1994, les raisons sont limitées à la médecine. Et pourtant, on va s'apercevoir que dans les faits, il va bien au-delà, d'où notre thème particulier ce soir, la PMA du médical au sociétal. Pour parler de ce sujet en particulier, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités à cette table. À ma gauche, Jacques Testard. Jacques Testard, bonsoir. Bonjour. Vous êtes biologiste de la procréation, pionnier de la PMA. Vous avez permis de la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette en 1982. Vous êtes directeur de recherche honoraire de l'INSERM et également impliqué dans de nombreuses activités associatives sur la démocratisation de la science, en particulier la Fondation pour une science citoyenne. À ma droite, le père Brice de Malherbe. Bonsoir, Père. Bonsoir. Vous êtes prêtre au diocèse de Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, également professeur à la faculté Notre-Dame et l'école cathédrale, et vous êtes membre du comité de rédaction de la revue théologique des Bernardins et consulteur au Conseil pontifical pour la famille. Monette Vaquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste et dans les années 80, la revue Autrement vous commande un article au cours duquel, pour la préparation duquel vous allez rencontrer le professeur Friedman et Jacques Testard ici présents. Et à l'issue de ce travail, vous allez publier Frankenstein ou les délires de la raison, suivi d'un autre ouvrage, Le Magasin des enfants en 89, sous la direction de Jacques Testard, et encore en 99, Main basse sur le vivant. Vous êtes également membre de la commission d'éthique biomédicale du consistoire israélite de Paris et membre du conseil scientifique du département d'éthique biomédicale des Bernardins à Paris. Ma première question va aller à vous, Jacques Testard. Je voudrais que vous nous expliquiez assez simplement qu'est-ce que la procréation médicalement assistée. Bien, si très simplement, c'est faire des enfants sans rapport sexuel. Donc, c'est l'insémination artificielle, technique assez simple, plus ancienne, et la fécondation in vitro. Et je voudrais juste dire que vous avez parlé de PMA. Effectivement, au début, on disait procréation médicalement assistée, PMA. Et puis, le législateur, pour les premières lois de bioéthique en 1994, a retourné le sigle en AMP. Parce qu'on ne peut pas légiférer sur la procréation elle-même, mais seulement sur l'assistance qu'on lui porte. Mais ça n'est pas innocent, le terme est revenu. Il s'est retourné encore une fois. Et aujourd'hui, on parle de PMA. D'ailleurs, il y a une assimilation abusive de PMA à insémination artificielle, en oubliant ce qui est quand même plus important, la fécondation in vitro. Donc aujourd'hui, PMA, ça veut dire insémination artificielle, avec donneur en général, mais pas forcément. Et ça s'est donc retourné encore. C'est assez bizarre, comme si finalement, ce que traitaient les médecins, c'était plus le symptôme que des signes cliniques. Et d'ailleurs, il est assez clair que au moins un quart des tentatives de fécondation in vitro sont faites sans qu'on ait pu déceler dans le couple une raison de stérilité. Parce que c'est une des causes premières d'un recours donc à l'assistance médicale, à la procréation médicale, que l'infertilité ou la stérilité d'un couple. Alors normalement, à l'origine, c'était seulement effectivement la stérilité d'un couple. Ensuite, c'est ajouté la possibilité de faire un tri des embryons sur des bases génétiques pour éviter la transmission d'une maladie. La loi appelle une maladie particulièrement grave et incurable au moment du diagnostic, ce qui veut rien dire. Donc on peut recourir à la fécondation in vitro sans être stérile parce qu'on a déjà eu des enfants qui ont eu ces maladies graves. Et dans cette nouvelle fécondation in vitro, comme on produit toujours plusieurs embryons, on va en choisir un qui ne porte pas le mauvais gène pour établir la grossesse. Et ce qui lui donne ce caractère, enfin en tout cas pas l'acte en lui-même médical, mais sa vocation médicale en tout cas, c'est l'infertilité ou la stérilité. Est-ce qu'elle est définie, cette infertilité ou cette stérilité ?
Qu'est-ce qu'on appelle une infertilité? Elle est définie. La stérilité, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants. L'infertilité, c'est le constat qu'on n'en a pas eu. D'accord. C'est pas tout à fait pareil. Et bon, au début de la fécondation in vitro, d'ailleurs, elle a été inventée par Edwards en Angleterre dans ce but-là, c'était pour remédier à l'absence de trompes, les trompes de Fallope, fonctionnelles. Donc, absence de trompe ou trompe bouchée, effectivement, la femme est stérile. Il n'y a aucune discussion. Et quand on a commencé la fécondation in vitro, tous les couples dépendaient de cette indication des trompes qui n'étaient pas fonctionnelles. Donc, on avait affaire à des couples stériles. Et progressivement, on a eu affaire à des couples dont l'homme avait un sperme de mauvaise qualité. Il y en a eu d'ailleurs de plus en plus, puisque maintenant, il y a des techniques de fécondation in vitro où on injecte directement un spermatozoïde dans l'ovule, ce qui permet d'intervenir en évitant un donneur. C'est quand même un avantage. Mais les 2/3 des fécondations in vitro aujourd'hui se font de cette façon-là, par une technique donc plus sophistiquée, dont apparemment il n'y a pas de conséquences, mais c'est quand même un peu un abus technique que d'utiliser cette voie-là, injection du spermatozoïde dans l'ovule, alors que c'est souvent pas nécessaire. Monette Vacquin, je vais me tourner vers vous. À l'origine donc de ce mouvement des parents, il y a ce désir d'enfant. Qui est louable, on comprend tous ce désir d'enfant. Est-ce que, à votre avis, la fin justifie les moyens? Alors écoutez, à l'origine de cette histoire complexe, il y a le désir d'enfant, mais il y a beaucoup d'autres choses invisibles qui ont besoin d'être exhumées, invisibles qui ont besoin d'être exhumées pour être comprises. Par exemple, en 1948, un biologiste célébrait les vertus de l'ectogenèse, c'est-à-dire le développement de l'embryon hors du corps maternel. Il voyait l'amélioration qui réaliserait l'heureux abandon des pratiques purement zoologiques et l'adhésion à des méthodes propres à promouvoir une humanisation encore bien imparfaite. Papiernik, à l'époque de la naissance d'Amandine, voulait libérer les femmes de leur attache archaïco-anachronique à la maternité. Grâce au placenta artificiel, elles auraient réussi à se débarrasser de la charge et du poids de la grossesse. Elles n'accoucheraient plus. Donc, on a le sentiment à la fois du désir d'enfant sur lequel il n'y a pas le moindre commentaire, enfin, qui a une légitimité irréfutable, et en même temps de fantasmes immémoriaux, jusqu'ici interdits d'accomplissement, mais qui le deviennent. Et puis, comment dire, d'autres choses. Par exemple, les gynécologues plaisantaient dans les couloirs en disant affranchissons-nous de la sexualité ou stérilité, on déclenche le plan hors sexe. Donc, c'est comment vous dire, l'indication médicale est mise en avant. Elle n'est pas inexistante, elle est naturellement soutenue par beaucoup d'autres choses qui appartiennent à l'anthropologie et à la civilisation. Oui, on y reviendra. Bon, Père, je vous invite à réagir sur cette légitimité irréfutable d'un désir d'enfant. Oui, merci de me faire réagir, parce qu'effectivement, si vous ne m'y avez pas invité, je serais intervenu. Parce que, effectivement, je crois que la question, enfin, de mon point de vue, la question fondamentale sur toutes ces questions de procréation médicalement assistée ou d'assistance médicale à la procréation, c'est la relation entre adulte et enfant. Et de ce point de vue, je crois que ce qui est aujourd'hui proposé, gestation pour autrui, qui sont en fait utiliser la maternité de substitution en lien ou non avec le désir de deux personnes de même sexe qui veulent avoir un enfant, ne sont qu'une distorsion supplémentaire d'un problème qui existe au départ. À quel modèle de relation entre enfants et adultes appartient les procréations médicalement assistées ou l'assistance médicale à la procréation? Et il me semble que le but pour nous, pour une société humaniste, c'est d'essayer d'avoir des relations justes entre adultes et enfants. Relations justes, je dirais, où chacun est respecté comme sujet dans sa réalité corporelle et spirituelle, autrement dit comme personne. Et dans cette relation,
Les adultes ont évidemment une responsabilité particulière, puisque c'est eux, au début, qui tiennent les clés de cette relation. Pas de manière absolue, d'ailleurs, mais enfin qui tiennent les clés. Et la question est de savoir, est-ce que les procréations, le recours aux techniques de procréation médicalement assistée répondent à une relation juste? Et pour faire le lien, pour reformuler les choses du côté du désir d'enfant, est-ce que tout désir d'enfant est irréfutablement légitime, ou est-ce que le désir d'enfant qui est légitime le demeure quand il est, j'allais dire, inscrit dans une relation d'amour, c'est-à-dire dans une relation qui soit dans le respect de l'enfant comme sujet, comme personne, ou au contraire, est-ce qu'il s'insère dans une relation de pouvoir, de domination de l'un sur l'autre? Et malheureusement, je pense que les procréations médicalement assistées répondent plutôt à ce deuxième domaine, quels que soient après les sentiments qui traversent les adultes. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Premièrement, parce que je crois qu'il y a un double déséquilibre qui est au fondement de la logique des procréations médicalement assistées. Déséquilibre du côté des adultes d'abord, où on hypertrophie leur dimension spirituelle au sens large, leur esprit, leur intelligence. On considère que ce qui est important, c'est le projet d'enfant. Et au contraire, on minimise complètement leur dimension corporelle. C'est-à-dire qu'on considère qu'une conception en éprouvette a la même valeur qu'une conception fruit d'une étreinte amoureuse, d'une étreinte corporelle. Du côté de l'enfant, ce déséquilibre est dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'on le réduit à sa dimension corporelle et on récuse, dans les faits, toute dimension spirituelle à ce corps embryonnaire. Par ailleurs, cet enfant, dans son stade embryonnaire, il est traité, me semble-t-il, beaucoup comme un produit. Comme un produit, c'est-à-dire qu'on le stocke, on le congèle, on le sélectionne, dans la plupart des cas en tout cas. Et c'est tellement vrai que, comme dans toute production, la recherche et le développement tend à essayer d'avoir un produit fini qui soit le meilleur possible, sans défaut. Et puis, finalement, on parle d'assistance médicale à la procréation, de procréation médicalement assistée. Il me semble, et notamment la réflexion de l'Église a porté là-dessus, qu'il s'agit plutôt d'une substitution d'une technique à la procréation. Autrement dit, il me semble qu'il y a un défaut de langage, c'est-à-dire qu'il y a plutôt production que procréation, il y a plutôt technique, biotechnologie que médecine, et il y a plutôt substitution qu'assistance. Moi, je parlerais plutôt de production, technique de substitution, plutôt que d'assistance médicale à la procréation. Mais c'est ouvert au débat, bien sûr. Puisque vous abordiez le lien entre les parents et l'enfant, je vais vous faire réagir, Jacques Testard. On dit de vous que vous êtes le père scientifique d'Amandine. Enfin, on l'a en tout cas lu à une certaine époque, peut-être un peu moins maintenant. Je suis le grand-père maintenant. Le grand-père de ses petits-enfants en tout cas, parce qu'elle est maman à son tour. Est-ce qu'un enfant né d'une procréation médicalement assistée est un enfant de la science? Et quel est le rôle? Alors on comprend très bien le rôle actif du biologiste ou du gynécologue à l'instant de la procréation, mais moi je parle d'un rôle un peu plus fin, un peu moins perceptible dans la paternité, dans la parentalité. Je pense qu'il n'y a pas de différence pour les enfants qui naissent en fécondation in vitro avec les gamètes de papa et de maman. Mais que le problème qui est posé, c'est avec les donneurs de gamètes, qui jusque-là n'étaient que des donneurs de sperme. Maintenant apparaissent les donneuses d'ovules. Et là, on sait par l'expérience des centres d'insémination artificielle et des enfants qui en sont nés, que les enfants se posent des problèmes, beaucoup d'enfants, pas tous peut-être, mais beaucoup, se posent des problèmes importants sur leur origine. Pourquoi cet homme que je ne connais pas a donné ses spermatozoïdes pour ma conception? Je veux le voir. Or, tout ça est absolument interdit, puisque dans les règles des sécos, il y a le secret sur l'insémination artificielle, c'est-à-dire que l'enfant pourrait ne pas savoir qu'il est né d'un autre que son père social, mais il y a aussi l'anonymat, c'est-à-dire s'il arrive à le savoir, ce qui est quand même assez fréquent, et il ne peut pas connaître cet homme-là. Donc c'est quelque chose qui devrait être en discussion l'année prochaine au Parlement,
pour la première fois, alors que ces règles-là datent de 1974-80, donc c'est des règles anciennes que se sont données les professionnels seuls, avant qu'existent des comités d'éthique. Et pour répondre à votre question, c'est dans ce cadre-là, je crois qu'il y a des problèmes pour l'enfant. Je ne crois pas que les enfants qui naissent de fécondation in vitro, avec papa et maman, sont différents de ceux qui naissent, par exemple, d'une injection hormonale pour que la femme ovule, d'une opération pour que l'homme libère son sperme, enfin, d'un tas de choses qui font partie de la médecine. Et je crois que cet épisode très bref de la fécondation, avec des rapports entre l'homme et la femme avant de rentrer à l'hôpital et éventuellement en sortant de l'hôpital, donc dans un temps très bref, je ne crois pas qu'il y ait une incidence pour l'enfant du fait que les gamètes se sont rencontrés en éprouvette. Monette Vacquin, en tant que psychanalyste, vous avez certainement ou peut-être rencontré des enfants nés d'insémination, de fécondation in vitro. Quelle est la place des parents? Quelle est la place du père, notamment, le père qui peut être... Et quelle est la place de la maternité? Alors, c'est à ça, de manière un peu détournée, que j'allais répondre à travers la question que vous adressez à Jacques Testard, père scientifique. Je vais te rappeler, Jacques, tu l'as peut-être oublié, une de nos toutes premières conversations quand on a fait connaissance au début des années 80. Tu m'avais dit, on se vous voyait encore à l'époque, vous verrez, Monette, la fécondation in vitro, les mères et les belles-mères adorent ça. C'est-à-dire que tu avais perçu, alors que les enfants soient identiques ou pas, enfin, je veux dire ça, identiques, ils le sont et ils ne le sont pas, évidemment, puisque ça crée au moins une grande rupture dans la transmission des identifications. Mais ta phrase, la pertinence de ta phrase, semblait montrer que tu avais perçu que se jouait aussi à ce moment-là toute l'ambivalence dans l'alliance des sexes dans la parentalité, et que certaines mères et certaines belles-mères étaient très heureuses d'évacuer le mari au profit d'un père scientifique, peut-être plus glorieux, différent, moins charnel, moins conflictuel. Père, dans la conception catholique et chrétienne, la procréation se fait de l'union d'un homme et d'une femme et d'une intervention divine. Oui, c'est pour nous vraiment il y a une coopération, une coopération entre les parents et le Seigneur qui donne la vie. Et d'ailleurs, on est tout à fait persuadé que même quand ça se passe à travers une fécondation in vitro, l'âme spirituelle, elle est donnée par le Seigneur, parce que grâce à Dieu, le Seigneur ne nous rejette pas, quand bien même nous utilisons des chemins de traverse pour arriver à transmettre la vie, et il respecte, il n'est pas, comme considéraient certains philosophes ou certains théologiens, dans l'arbitraire, il respecte les lois de la nature, et quand il y a rencontre des gamètes masculines et féminines et fécondation, il n'y a pas de raison que l'enfant ne soit pas considéré pleinement comme un enfant. La question est de savoir, est-ce qu'on peut s'autoriser quand même quelque chose qui paraît au service de la vie, mais est-ce qui n'est pas quand même, cher professeur, marqué d'un certain nombre de violences. Le fait que, bien dans beaucoup des cas, pas dans tous, notamment je pense à l'insémination artificielle, mais ben voilà, tel embryon est sélectionné et pas d'autres. Tel embryon arrive à la vie et d'autres sont au congélateur. Qu'est-ce que ça veut dire comme violence? Ensuite, je pense que effectivement, la question, c'est le statut du corps. Est-ce que le corps est simplement un instrument au service de nos désirs, encore une fois, si légitime soit-il, ou est-ce que le corps est un lieu de langage en lui-même? Est-ce que le corps a une signification? Alors, je cite volontiers, je recite à l'envi cette expression qui me paraît très forte de Jean-Paul II, qui est dans la biologie de la génération est inscrite la généalogie de la personne. Ça me semble, de manière très ramassée, dire que nous sommes des êtres corporels et spirituels. Et le corps n'est pas un matériau. Le corps est lui-même un lieu de langage, justement, dans le langage de la sexualité, de l'amour, c'est d'autant plus important, mais dans toutes nos relations. Et
même si vous soulignez qu'effectivement ce n'est que quelques instants, ce n'est que quelques heures de dissociation, il n'empêche que il y a là, me semble-t-il, une utilisation du corps qui est dans un cas nié, encore une fois, du côté des parents, enfin niés, dont la valeur est mise entre parenthèses. Et du côté de l'enfant, finalement, on considère que c'est un corps matériel. Certains parlent, à mon avis, de manière complètement non scientifique, même d'amas de cellules, alors qu'il n'y a rien de plus organisé, me semble-t-il, qu'un embryon dans les premiers stades. Mais voilà, le point est de savoir si le corps est un simple matériau ou si, comme d'autres dimensions de notre humanité, il a un langage et il rentre dans cette généalogie de ce que nous sommes. Évidemment, ça a une portée particulière quand on pense dans la Bible à ces généalogies, tellement importantes, et que ce soit dans le Premier Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. C'est pour nous, chrétiens, effectivement, le fait que chacun soit rattaché à fils d'Adam, fils de Dieu. Jacques Testard, donc quelle est la place du corps ? Non, mais moi je n'arrive pas à faire de différence anthropologique entre un enfant de fécondation in vitro et un enfant conçu dans un lit. Il y a bien sûr des différences, mais on verra tout à l'heure qu'on va être d'accord sur pas mal d'autres points, sur des déviances qu'il y a dans les pratiques de l'assistance à la procréation. Mais pour ce qui est de la fécondation in vitro, alors je crois qu'il fallait aussi s'opposer à la chirurgie tubaire qui réparait les trompes des femmes, aux traitements hormonaux qui poussaient les femmes à ovuler, ainsi de suite. Bon, je ne vois pas en quoi ça fait une différence pour l'enfant. Voilà. Je vois une différence entre justement une assistance, vous mentionniez par exemple la chirurgie tubaire. La chirurgie tubaire, c'est permettre, une fois qu'on a dégagé les trompes, permettre une rencontre justement entre l'homme et la femme. La stimulation ovarienne pose d'autres questions, mais voilà une véritable assistance médicale à la procréation. Oui. J'y vois, avec d'ailleurs la sagesse de l'Église, mais d'un point de vue qui se fonde aussi sur une question rationnelle, je vois dans la FIV, dans l'insémination, dans l'ICSI, une substitution d'une technique à la procréation. Vous faites bien de souligner cette différence. Pour moi, je vois une différence. Mais je vous suivrais si je croyais ce qui est dit assez souvent, c'est que les enfants sont issus d'un acte d'amour, que comme si papa et maman avaient prévu cette nuit-là de faire un bébé. Presque tout le monde est né d'un accident ou d'une pulsion, mais pas vraiment de la volonté de fabriquer un enfant. Ce jour-là, je veux dire, même si un couple a l'intention d'avoir un enfant dans les mois, les années qui viennent, il y a un moment où ça se déclenche, c'est physiologique, c'est bon. Et je ne vois pas, si on considère cet aspect-là, je ne vois pas en quoi le fait que ça se passe au laboratoire, ça change quelque chose. Monette Vaquin ? Alors, je vais vous dire comment je me raconte la même histoire dont ça n'est que le premier acte, parce que cette histoire a une longue suite. Je partage avec Jacques le sentiment que la transgression n'a pas été dans le rapprochement des gamètes. Elle a été dans l'arraisonnement de la filiation qui a suivi et dont nous sommes tous témoins depuis une trentaine d'années. Alors, cela dit, il y a des choses concomitantes qui sont tout à fait importantes. Par exemple, la médecine change de statut. Elle ne guérit pas la stérilité. Les femmes qui ont eu un enfant sont tout juste aussi stériles après qu'avant. Et elle s'arroge le pouvoir exorbitant de fabriquer un enfant. Aucune génération avant la nôtre n'a eu le pouvoir de stocker ses descendants, d'en choisir les caractères, de les maîtriser, de les congeler. Cela dit, la question qui me paraît beaucoup plus grave et celle à laquelle je me suis intéressée, comment vous dire ? J'étais avec Claire, j'étais aux consultations, je voyais ce qui se passait dans la casuistique et dans les demandes, c'était quelquefois tout à fait émouvant. Puis je prenais ma voiture et je réfléchissais et je me disais non, si l'humanité désexualise l'origine, l'affaire est d'une toute autre importance que le contournement des stérilités tubaires, il se passe autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? Tous les seuils, absolument tous les seuils, les plus indécidables ont été franchis. Si vous me permettez, si vous m'accordez 5 minutes, je vous en fais un petit regard panoramique parce que ça permet de savoir où nous en sommes.
Il ne s'est pas passé au laboratoire ce qui pouvait se passer dans un lit. Il s'est passé autre chose. Naissance de jumeaux à des années d'intervalle. Don d'ovocytes entre sœurs jumelles, amies ou anonymes. Prélèvement de matériel génétique sur un mort ou sur des fœtus non viables. Contrat de location d'utérus, ce qu'on nomme aujourd'hui avec mièvrerie gestation pour autrui. Grand-mère porteuse de leurs enfants et petits-enfants confondus, enceinte du matériel génétique de leur fils ou de leur belle-fille. Mère porteuse de 2 enfants issus de 4 géniteurs, ou au contraire jumeaux, portés par des mères porteuses différentes, société spécialisée dans la commercialisation d'embryons humains cotés en bourse. J'en passe. Ici, une mère vierge, là, des mères ménopausées, et pas à pas, le chemin qui a mené du semblable à l'invraisemblable, du semblable au même, je veux dire, le clonage. Ma question est, qu'est-il en train de se passer? On peut naturellement, face à un tel tableau réel, tout ça est bien réel, éviter cette question et la penser dans la mièvrerie du langage bioéthique, projet parental, amour parental, suavité, don d'honneur, générosité, etc. Ça n'a pas la moindre consistance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le langage qu'on trouve chez Huxley dans Le meilleur des mondes, office de chanterie où on célèbre la messe du tout en un, le même, célébration de la solidarité, et pas à pas, chemin vers un homme fabriqué et identique. Donc là, on voit bien qu'en effet, la procréation médicalement assistée quitte le cadre du médical à proprement parler pour s'intéresser au sociétal. Moi, je voudrais juste rebondir, et je vous donnerai la parole tout à l'heure, sur ce que vous avez dit, l'absence d'actes sexuels. On vit quand même dans une société depuis mai 68 qui a levé le tabou de l'acte sexuel. On vit une société où on n'en a plus beaucoup des tabous à ce sujet-là, et pourtant, on désolidarise de plus en plus, on imagine désolidariser la maternité, la paternité de l'acte sexuel. Vous voyez comme c'est drôle. Au début du XXe siècle, on pensait s'affranchir par la sexualité et à la fin, s'affranchir de la sexualité. En fait, les questions qui se sont succédées, c'est génération des années 70, peut-on faire l'amour sans faire d'enfants? Génération des années 80, peut-on faire des enfants sans faire l'amour? Et de génération suivante, peut-on faire des enfants sans être de sexe différent? Qu'est-ce qui se passe? Cramponnons-nous à cette seule et unique question, sinon on tombe dans des expertises oiseuses et indéfendables. Père, vous avez envie de réagir? Oui, peut-être. Je rebondirai à ce que une des choses sur laquelle a insisté Monette Vacquin, la désexualisation de l'origine, pour répondre au professeur Testard, qui, je sentais, me trouvait dans une vision romantique idéalisée du célibataire sur ce que peut être la vie conjugale. Bien sûr que les sentiments sont divers et bien les sentiments traversent, j'allais dire, le cœur et le corps de ceux qui, la plupart du temps, comme vous le soulignez, de manière non programmée, finalement, ou si peu programmée, donnent naissance à un enfant. Mais précisément, est-ce que la différence n'est pas que dans la rencontre de l'homme et de la femme, avec encore une fois, cette complexité de sentiments qui les habitent, il n'y a pas cette volonté, ou en tout cas pas les moyens de maîtriser complètement l'origine. Et la différence que je vois avec les techniques de procréation médicalement assistée, même si j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que, à mon avis, les mots étaient pipés, est-ce qu'il n'y a pas là justement une mainmise sur l'origine de l'enfant? Une mainmise qui va symboliquement, mais très fortement, grever le développement libre de cet enfant. Encore une fois, et Jürgen Habermas, dans son livre « L'avenir de la nature humaine », l'a bien souligné, encore une fois, dans tout projet éducatif, dans toute maternité, dans toute paternité, il y a une mise en garde, et c'est là où je reviens à ce sujet essentiel qui me paraît la relation entre adultes et enfants. Et j'étais intéressé de lire que Monseigneur Pontier, aujourd'hui, en inaugurant
l'Assemblée de la Conférence des évêques de France a fait allusion, en pensant au débat à venir, à cela, à la responsabilité des adultes, en disant mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la technique pour face à ces épreuves, l'épreuve de la stérilité et de l'infertilité. Bref, la question est de savoir, quelle que soit l'imperfection de comment ça marche, je dirais, naturellement, il y a quand même cette différence où là, il y a un cap qui a été franchi dans une volonté de maîtriser l'origine. Et ce n'est pas neutre. Jacques Testard, Donc, on était d'accord pour... vous nous avez dit que l'une des causes, l'une des raisons principales d'une procréation médicalement assistée, c'est la stérilité. Aujourd'hui, qu'en est-il vraiment sur j'ai oublié le nombre, 20 000 et quelques cas de fécondation in vitro, enfants nés par fécondation in vitro. Est-ce que nous avions affaire, j'imagine que vous ne les connaissiez pas tous, hein, est-ce que nous avions affaire à 20 000 et quelques couples stériles, définitivement stériles au sens médical du terme, ou est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'avancer petit à petit dans une vision sociétale? Ça me paraît plus grave que ce qu'on est en train de discuter sur la différence entre un enfant qui naît dans l'éprouvette ou qui naît dans un lit. Enfin, effectivement, oui, à peu près un quart des couples en fécondation in vitro aujourd'hui ne peuvent pas être considérés comme stériles. Ils sont inféconds, c'est vrai, mais on va traiter leur désir d'enfant sans avoir trouvé de traces anatomiques, physiologiques qui expliqueraient qu'il n'est pas d'enfant. Donc, pour certains, ça peut relever des psychologues, peut-être. Pour d'autres, je pense que ça relève surtout de l'impatience, parce qu'on peut faire un enfant presque plus vite en passant par ces techniques-là que naturellement, quand ça marche pas bien. Quand ça marche bien, évidemment, on n'a pas besoin. Et effectivement, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a un élargissement progressif. Je le disais tout à l'heure, quand on a commencé la fécondation in vitro, 100% des cas, c'était des femmes stériles. Ensuite, on a vu apparaître des couples où les femmes avaient quelque chose, les trompes qui collaient pas bien, l'ovulation pas bien, bon. Et puis l'homme avait aussi un sperme un peu défaillant, bon, des choses. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a un nom savant pour appeler les cas de stérilité dont on ignore complètement la cause, ce qui montre d'ailleurs l'incompétence relative de notre science. Parce qu'après tout ce temps-là, on ne sait toujours pas pourquoi un quart des couples qui consultent pour stérilité n'ont pas d'enfants. Eh bien, il y a un nom savant, ça permet aux gens d'avoir encore l'illusion que la science sait tout, c'est idiopathique. Donc quand on dit aux gens, vous souffrez d'une stérilité idiopathique, c'est-à-dire vous n'avez pas d'enfant, mais on ne sait pas pourquoi. Et ces cas-là étaient inexistants quand on a commencé la fécondation in vitro. Et là, j'ai des chiffres dans les statistiques, quand les professionnels faisaient eux-mêmes les enquêtes statistiques par un dossier qu'on appelle le FIVNAT, un dossier national qui était très bien rempli, qui maintenant n'existe plus, puisque c'est l'agence de biomédecine qui fait ces analyses et qui n'analyse pas ce paramètre de l'indication médicale pour recourir à la fécondation in vitro. Ça n'existe plus. Les chiffres que j'ai, c'est 0% en 1982. C'est au début des années 80, c'est en 86, 10% de stérilité idiopathique. Donc il y avait 10% des gens pour lesquels on n'avait pas de preuve de stérilité. En 95, c'est monté à 16%. Et la dernière statistique que j'ai dans les années 2000, c'est 25%. Donc c'est un quart des couples. Étant entendu que tout ça, c'est par défaut. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques spermatozoïdes qui ne soient pas dans la norme, que la femme ait un mucus cervical qui soit un peu déficient. On trouve des choses un peu, des cycles irréguliers. C'est ce qu'on met dans le dossier. Donc on a trouvé une explication, même si ça n'est pas une vraie explication de stérilité. Donc ceux qu'on appelle idiopathiques, c'est des couples dans lesquels on ne trouve rien. Et c'est quand même un quart. Alors je réponds à votre question. Là, je crois qu'il y a une médicalisation abusive, ce qu'on appelle une surmédicalisation, et que ça introduit aux dérives qu'a évoqué Monette tout à l'heure, et dont on va parler, j'imagine, maintenant, c'est que la médecine est aujourd'hui le moyen de faire des enfants pour des gens qui ne sont pas stériles, qui peuvent être homosexuels, qui peuvent, bon, pour d'autres raisons, des femmes âgées, Et voilà, donc on est dans la dérive, et je suis d'accord avec l'analyse qu'a fait Monette tout à l'heure. Maintenant, c'est pas pour m'innocenter d'avoir été pionnier de la fécondation in vitro, qui a été, c'est vrai, à l'origine de ça. Je pourrais dire, si je ne l'avais pas fait, c'est les voisins de l'hôpital à côté qui l'auraient fait, et ils l'ont fait aussi, bien sûr. Mais c'est pas ça. Je crois que si on s'était tenu à la fécondation in vitro avec le couple lui-même,
et sans faire de tri d'embryons, sans faire de choses comme ça, je ne crois pas qu'on aurait fait une révolution anthropologique. Et Jacques Testard, est-ce qu'on pouvait s'y tenir? Alors ça, c'est la question. Franchement, je vais vous dire non. Je vais vous dire non, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été le premier à monter au créneau contre une technique qui n'existait pas encore et qui pour moi est la pire de toutes, la plus grave, c'est le tri des embryons. Le tri des embryons qui a été inventé en 1990, encore par les Britanniques, moi je l'ai dénoncé en 1986 parce que j'ai pensé que c'était évident que ça allait arriver. On voyait les embryons dans le microscope, la génétique d'un autre côté progressait, il était évident qu'on allait prélever une cellule de l'embryon, de chaque embryon, pour en faire une analyse et pour ensuite mettre dans l'utérus celui qui était convenable. Et ça s'est fait à partir de 92. Et ça s'est fait en France, ça a été autorisé par les premières lois de bioéthique en 1994. Aujourd'hui en France, c'est à peu près contrôlé, quoiqu'il y a déjà des glissements, puisqu'au début c'était pour des maladies particulièrement graves. Aujourd'hui, ça peut être pour des risques de maladies, tels que des cancers. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire que l'embryon qu'on a éliminé, éventuellement, n'aurait jamais eu de cancer. Donc ce n'est pas la même chose que d'éliminer un embryon qui va avoir une mucoviscidose ou une myopathie. De façon certaine. Et puis, dans d'autres pays qui ne sont pas des pays de sauvages, comme l'Angleterre, on fait aujourd'hui du tri d'embryons pour éviter un enfant qui louche. Et cette semaine, les Australiens ont accepté le tri des embryons pour éviter des enfants autistes. Or, on a là-dessus des indications génétiques très vagues, mais on sait que les garçons sont 4 fois plus atteints. Et finalement, ce diagnostic, ça se ramène à éliminer les garçons. Et donc à sélectionner les embryons féminins pour avoir 4 fois moins d'autistes. Ce qui montre encore qu'il n'y a pas beaucoup de science derrière ça. C'est une pratique un peu sauvage. Mais pour moi, c'est la technique la plus grave de toutes celles dont on parle. Et d'ailleurs, on n'en parle pas de celle-là. On n'en parle pas. On nous parle de clonage, qui n'est vraiment pas l'ordre du jour. On nous parle de gestation dans des machines, qui est une absurdité totale. On en reparlera peut-être dans 3 siècles. Mais on est très très loin de faire ça. On pourrait faire plus facilement des gestations chez l'animal, par exemple, avec évidemment des risques, ou des gestations masculines, plus facilement que des gestations... Or, on nous parle tout le temps de thèmes qui sont des fictions, qui sont des mythes, comme si on voulait échapper à une réflexion profonde sur ce qui devrait nous occuper. On est en train de trier l'humanité. Et ça, c'est un nom, trier l'humanité, un nom qui est jusqu'à aujourd'hui, qui a un des grands tabous, c'est l'eugénisme. Oui, c'est l'eugénisme. Alors, quand on parle de ça avec des collègues, ils disent que ce n'est pas de l'eugénisme. Parce que l'eugénisme, c'est les nazis. Nous ne sommes pas des nazis, donc nous ne sommes pas eugénistes. Voilà. Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'eugénisme, c'était quelque chose qu'on imposait à des individus, qu'on éliminait, qu'on castrait. Et que là, évidemment, c'est les gens qui le demandent. Ça, heureusement. Donc, c'est un eugénisme consenti, on pourrait dire démocratique. Il est mou, il est consensuel, mais il est d'autant plus grave. Il s'appuie sur la science génétique et il va devenir plus grave quand on produira, ce qui ne peut pas manquer d'arriver, je crois, au lieu de produire entre 5 et 10 embryons par fécondation in vitro comme aujourd'hui, quand on en produira entre 100 et 200 et que pour y arriver, les femmes n'auront pas besoin de subir tout le parcours du combattant, comme elles disent, de la fécondation in vitro, parce que ça se fera à partir de cellules adultes qu'on aura reprogrammées, ces fameuses cellules IPS, qu'a découvert le japonais qui a eu le prix Nobel de médecine. Et aujourd'hui, on sait déjà chez la souris faire ça. Alors avec un rendement qui est mauvais. Mais quand on démarre avec des millions de cellules, on fera sûrement des centaines d'ovocytes sans problème. Et quand on fera des centaines d'ovocytes, on fera autant d'embryons. Le spermatozoïde, ce n'est pas un problème. Il y en a en excès. Donc, et quand on aura des centaines d'embryons, et quand on aura le principe du tri intégral, du criblage génétique de l'embryon, on recherchera systématiquement tout ce qu'on connaît comme étant des facteurs péjoratifs. Et là, je crois qu'on va, avec l'accord des gens, évidemment, avec l'accord de la sécurité sociale, parce que c'est quand même une économie d'avoir des enfants en bonne santé, avec l'accord des assurances, parce que ça permettra de programmer le niveau des polices d'assurance. Bon, tout converge. Et il y a une passivité devant le développement de ces techniques, et où on dira encore, la science est allée plus vite que l'éthique. Moi, ça fait 30 ans que je répète la même chose, et qu'on ne m'entend pas. Bon, alors, et apparemment, le progrès technologique me donne raison. Monette Vaca, on aimerait vous entendre sur ce sujet également.
contente, si j'ose dire, de vous entendre évoquer l'eugénisme et le nazisme, parce que je crois que rien de ce qui se déroule aujourd'hui n'est compréhensible sans les dimensions de l'histoire et de l'inconscient. Par exemple, quête de l'origine, maîtrise de l'origine. Un jour, un ami analyste me fait remarquer que la question d'où viennent les enfants peut se retourner en d'où viennent les parents, et que peut se nicher à l'intérieur de cette question une sorte de compulsion épistémophilique, un désir de savoir qui aurait pris la forme aussi d'une attaque à la filiation. Je renvoie ceux que ça intéresse à ce propos un article absolument admirable de Pierre Legendre qui s'appelle « L'attaque nazie contre le principe de filiation ». Les Juifs ont été exterminés en tant que fils de Juifs, etc., jusqu'aux références ultimes. Une des questions qui m'est venue au tout début de mes travaux sur ces questions, c'est comment se fait-il qu'une génération de chercheurs nés pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre, qui ont été pour la plupart des militants antifascistes, voulant lutter contre la souffrance et le mal, se retrouvent donner au monde les outils de l'eugénisme au-delà des rêves hitlériens les plus fous. C'est une véritable question. Cela dit, Jacques, personne, j'espère, ici n'aurait l'affront de te reprocher d'avoir été un des pionniers, le pionnier français de la naissance d'Amandine, compte tenu de ce que tu as signalé immédiatement, c'est-à-dire que tu ne mettras pas le petit doigt dans l'engrenage du choix de tes semblables, compte tenu aussi de l'œuvre que tu as écrite pour éclairer ce qui est en train de se passer. Tout à fait, je pense que personne ne vous le reprochera ni ce soir, ni dans notre cadre, et en effet, vous aviez été l'un des premiers à interdire, à avoir cette volonté d'interdire donc ce que vous appelez le diagnostic préimplantatoire pour éviter les débordements qui pourtant arrivent malgré tout ça, comme vous l'évoquiez. Mon père, je voudrais quand même vous interroger. Dans cet eugénisme, dans ce tri embryonnaire, on sent une volonté de perfection, une volonté également de toute puissance, et qui va bien à l'encontre de la vulnérabilité, qui est quand même l'un des propres de l'homme, la vulnérabilité. Alors si aujourd'hui la vulnérabilité a déjà du mal à trouver sa place dans la société, comment demain, avec la description, je pense, assez réaliste que nous a faite Jacques Testard, la vulnérabilité pourra trouver sa place? Écoutez, j'aimerais d'abord dire qu'évidemment, je consens aux craintes qui ont été exprimées à la fois, et puis ensuite qu'il n'est pas dans mon... Même si nous sommes en désaccord, qu'il n'est loin de moi de vouloir condamner qui que ce soit, même à commencer par le professeur Testard. Nous savons bien combien ces questions sont difficiles à la conscience morale. Mais, si vous voulez, on est dans un tel irrationnel qu'il faut savoir parfois prendre du recul. Et je pense que, notamment, Monette Vacquin ne me contredira pas là-dessus. Vous savez combien l'Église catholique est attachée à ce que son discours qui prend appui sur la révélation soit un discours rationnel, mais en même temps, il faut savoir prendre du recul. Alors moi, j'ouvre ma Bible et je trouve au chapitre 30 du livre de la Genèse un récit symbolique. Ce n'est pas n'importe quel récit, puisqu'il s'agit de la naissance de ceux qui vont donner les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et qu'est-ce que j'y lis? J'y lis la grande souffrance d'une femme, Rachel, qui est infertile, puisque finalement elle va pouvoir donner naissance naturellement à Joseph, mais qui est infertile et qui se tourne vers son mari et qui dit « Fais-moi avoir des enfants ou je meurs ». Alors le pauvre Jacob, il faut bien trouver un bouc émissaire. Il dit « C'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, il aurait dû te donner des enfants, tu n'en as pas ». Et du coup, Rachel a recours à la maternité de substitution. C'était déjà le cas pour Sarah et Abraham. Et elle va mettre sa servante dans les bras de son mari et commence à partir de là une véritable guerre des femmes, guerre de pouvoir, guerre de jalousie, guerre de se faire valoir, où l'une et l'autre, Léa et Rachel, vont utiliser par servante interposée. On utilise même des aphrodisiaques, Ruben qui va chercher des mandragores, bref.
tout ça, et finalement, Dieu se souvint de Rachel et elle donne naissance tout à fait naturellement à Joseph. Si on va un peu plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit qu'à la fois c'est une bénédiction. On a là, c'est pas n'importe quoi. Ce sont les 12 patriarches. C'est les fils de Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël. Mais en même temps, n'y a-t-il pas là une violence dans ce rapport d'adulte vis-à-vis des enfants qui va traverser toute l'histoire des 12 tribus d'Israël, à commencer par la jalousie qui se répercute sur les 11 qui jalousent Joseph, celui qui est né naturellement de Rachel, qui vont penser le tuer, qui vont le vendre en esclavage. Et ces enfants nés d'une telle guerre des femmes, je dirais, qui, dans cette démesure, vont vers la mort et vont être sauvés de la mort en Égypte par Joseph, qui est né naturellement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, on est dans le registre du symbolique. Mais il me semble que ça répond à votre question, c'est-à-dire, est-ce que le message, c'est pas attention, pour répondre à vos souffrances réelles, pour répondre à vos questions fondamentales, pour répondre à votre désir d'enfant, est-ce que les voies de la démesure sont les bonnes voies? Ou est-ce que les voies de la patience, est-ce que les voies de l'acceptation de sa finitude, de sa vulnérabilité, l'acceptation de la souffrance même, parce qu'on ne veut pas utiliser des moyens démesurés pour y remédier, n'est pas une voie de la sagesse. Vous voyez, je réponds par ce récit, qui est un récit patriarcal, donc à la limite qui pourrait être, en tout cas qui est partagé par juifs et chrétiens, qui pourrait sans doute être partagé par les musulmans, et qui, au-delà de tout homme de foi, s'adresse à l'humanité, parce qu'on a là un patrimoine de l'humanité pour nourrir une sagesse. Et comme on est dans l'irrationnel, comme on est dans des enjeux qui viennent d'être rappelés, même si, encore une fois, sur certains points, nous sommes en désaccord, mais nous sommes tous d'accord pour dire nous sommes engagés dans des chemins qui sont d'un extrême danger pour notre humanité. Est-ce qu'il ne faut pas prendre du recul et se dire il y a une sagesse d'accepter la vulnérabilité de notre condition humaine? Monette Vachin, j'aimerais que vous me disiez un mot pour... on arrive déjà au terme de ce débat passionnant. Je voudrais un mot pour... votre mot pour finir ce débat. Est-ce que je pense pas. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous annonçons là, tout ce que nous prévoyons là, est inéluctable? Écoutez, les jours pessimistes, je me dis que l'affaire est tellement profonde. Cette sorte d'alliance des fantasmes archaïques issus de l'inconscient, qu'on peut nommer l'inconscientifique, et de la science la plus pointue, je ne vois pas très bien ce qui pourrait y faire obstacle. Les jours où je suis optimiste, eh bien, je me dis qu'une génération nous succédera, qui sera peut-être moins folle que la nôtre, parce que ce que tu nommes dérive, Jacques, je le nomme délire. C'est un tableau délirant de civilisation, comme une attaque à la catégorie parents. Alors pas les parents réels, évidemment, les parents imaginaires qui seraient les représentants de la civilisation, de la limite, de la contrainte à la pensée, de la limite à la jouissance. Ils disparaissent des textes de loi. Je viens d'écrire avec Jean-Pierre Winter, psychanalyste, un article dans le débat à propos du mariage gay, sur la disparition des mots de père et mère des textes de loi, de ce qui codifie notre identité. Alors, je voudrais vous dire deux choses, peut-être pour conclure, que j'ai été très sensible dans le courant des années 80 à l'apparition du mot « médecine du désir ». On se demande ce que c'est, qu'est-ce qui est à soigner et qu'est-ce que la médecine a à faire là-dedans. Et l'autre, ce que le slogan de notre génération pourrait être « des parents faisant table rase ». Jacques Testard, oui. Peut-il y avoir une prise de conscience à un moment, comme c'est le cas pour l'écologie, par exemple? Oui, je crois pas. Je crois pas parce que pour l'écologie, il y a effectivement une prise de conscience sur la fin des ressources
énergétique, sur le péril nucléaire, sur le réchauffement climatique. Très nettement, il y a une prise de conscience. Mais parce que le drame est là, parce qu'on le mesure déjà, parce que on le voit même, on voit que les saisons changent. Mais je crois que sur ces thèmes de bioéthique, on va se laisser, c'est un peu comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on chauffe l'eau progressivement, elle se laisse bouillir. Si on la jetait dans l'eau bouillante, elle sauterait dehors. Et c'est un peu ce qui nous arrive. Et donc on se laisse emporter par passivité et peut-être par hubris, dirait Monette, par volonté de puissance. On se laisse emporter, on laisse faire. Et en imaginant ou en faisant semblant d'imaginer qu'il va y avoir des solutions, qu'on va trouver des solutions à tout. Donc moi, je pense que la bioéthique, elle a seulement pour fonction de faire que tout arrivera de toute façon, mais que la bioéthique permet que ça arrivera à un moment où ce ne sera plus douloureux parce qu'on se sera déjà accoutumé à l'idée qu'une nouvelle technique arrive et que c'est la fonction de la bioéthique, c'est simplement que ce soit sans douleur, ce qui est mieux que rien. Mais ça ne correspond pas évidemment à un projet de société. Donc pour moi, le gros problème, c'est ce que Sylviane Agacinski appelle l'autolimitation de la puissance. Et mes références ne sont pas bibliques, c'est plutôt André Gorz, c'est des gens qui ont travaillé, Jacques Ellul par exemple, Ivan Illich, qui ont travaillé sur la limite. Et je crois que si ces gens-là étaient encore vivants, ils auraient un point de vue très intéressant sur les revendications actuelles des homosexuels, par exemple, d'avoir des enfants. Et pour moi, le point de vue, il n'est pas tellement moral, il est qu'il faut absolument éviter la technicisation de choses qui n'ont pas à être technicisées. Or, l'insémination artificielle, en l'occurrence, on pourrait en parler, n'est pas une technique médicale. Nous arrivons au terme de ce débat. Je vous remercie, Monette Vacquin, Père Brice de Malherbe, Jacques Testard, d'y avoir participé. La semaine prochaine, en ces mêmes lieux, vous retrouverez Adrien Lecoeur pour un sujet sur la globalisation peut-elle permettre un développement juste. Bonne soirée, au revoir.